ces territoires Sénat qui démarre. Bonjour à ceux qui nous rejoignent avec l'actualité au Sénat ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Hommage et gratitude, ce sont les mots de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à l'issue du vote de la loi école au Sénat, le projet de loi pour une école de la confiance qui prévoit notamment l'abaissement à 3 ans dès la rentrée prochaine de l'âge de l'instruction obligatoire a été voté hier par les sénateurs. Dans une version profondément remaniée, ils ont notamment supprimé la possibilité de regrouper écoles et collèges. Le Sénat vote l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique. Les sénateurs ont adopté cette nuit le projet du gouvernement. Il instaure une taxe GAFA, mais elle sera limitée dans le temps et elle disparaîtra en janvier 2022. Les gilets jaunes sont-ils l'objet d'un fichage illégal dans les hôpitaux parisiens? C'est la question posée après des révélations parues dans la presse. La direction des hôpitaux de Paris reconnaît une faute. Le Sénat demande des explications au gouvernement et pourquoi pas une commission d'enquête. Hommage et gratitude, ce sont les mots de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à l'issue du vote de la loi école hier au Sénat. Le projet de loi pour une école de la confiance a été adopté par les sénateurs dans une version profondément remaniée. Ils ont notamment supprimé la possibilité de regrouper école et collège. Je vous propose d'écouter justement les mots du ministre de l'Éducation à l'issue du vote. Je voudrais commencer par 2 mots qui sont des mots trop peu utilisés dans notre société, qui sont hommage et gratitude. Hommage parce que je voudrais rendre hommage à votre Assemblée. À la suite de différents orateurs, je voudrais dire à quel point les travaux de la semaine dernière étaient à la fois riches et dignes. Et souvent, je me suis pris à souhaiter que nos concitoyens puissent être nombreux à voir ce type de débat pour comprendre tout l'intérêt de la démocratie parlementaire. Il y a eu clairement un enrichissement de ce texte, même si, bien entendu, tel qu'il ressort aujourd'hui, j'ai, moi, à mon tour, un certain nombre de réserves à émettre, mais je le ferai en temps et en heure. Ce que je voudrais dire en ce moment de conclusion provisoire, c'est que cette loi a une caractéristique d'abord, et c'est qu'elle est profondément sociale. C'est une loi profondément sociale parce que l'instruction civique à 3 ans l'instruction obligatoire à 3 ans va ramener les enfants à l'école maternelle, c'est-à-dire 25 000 enfants qui n'y sont pas aujourd'hui et qui iront demain. Et pour ces enfants-là qui viennent des milieux les plus défavorisés, c'est évidemment une grande loi sociale. L'incitation ne marche pas, il faut aller plus loin. C'est la position du Sénat pour lutter contre les déserts médicaux. Les sénateurs de la Commission de l'aménagement du territoire défendent une mesure de régulation de l'installation des médecins. Auditionnée dans le cadre de l'examen de la future loi santé, la ministre Agnès Buzyn refuse toute mesure de coercition. Je vous propose justement de l'écouter. Personne aujourd'hui dans le monde n'a de recette miracle sur les déserts médicaux et les Allemands et les Canadiens m'ont convaincu que tous les mécanismes coercitifs qu'ils ont essayé de mettre en place ont été des échecs notables. Ils ont tous arrêté, ils sont tous revenus sur toutes les mesures de coercition. Au-delà de ça, la démographie médicale est un problème mondial. Le directeur général de l'OMS, hier en Assemblée générale, au pupitre, a annoncer le chiffre suivant, il va manquer dans les 5 ans 12 millions de professionnels de santé à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes face à un dumping des pays les plus riches vis-à-vis des pays les moins riches sur leurs médecins notamment. Donc les médecins africains sont attirés par l'Europe de l'Est, les médecins d'Europe de l'Est vont vers l'Europe de l'Ouest, les médecins de l'Europe de l'Ouest vont au Canada. Aujourd'hui, on offre 100 000 $ par mois aux médecins canadiens pour s'installer dans les territoires les plus reculés du Canada. Les gilets jaunes sont-ils l'objet d'un fichage illégal dans les hôpitaux parisiens? C'est la question posée après des révélations parues dans la presse. La direction des hôpitaux de Paris reconnaît une faute. Le Sénat demande des explications au gouvernement. Et pourquoi pas une commission d'enquête? Les détails avec Flora Sauvage. Des gilets jaunes hospitalisés font-ils l'objet d'un fichage illicite par les hôpitaux parisiens? Comme l'a révélé le Canard enchaîné, le fichier Civic, le système d'information pour le suivi des victimes, instauré suite aux attentats de 2015, a été utilisé dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes dans la capitale.
Dans un courrier adressé à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, le président de la commission des lois et celui de la commission des affaires sociales veulent faire la lumière sur la réalité du recueil de données lors d'admission hospitalière consécutive à des manifestations sur la voie publique dont l'exploitation est susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle. Notre démarche est une démarche constructive compte tenu de l'émotion qui a eu lieu et du fait que le Sénat a toujours eu dans son histoire, sa longue histoire, la vocation d'être le défenseur des droits individuels, du secret de la vie privée et des libertés publiques. Dans l'opposition, on dénonce une violation grave du secret professionnel. Nous avons des interrogations sur la confidentialité des données de santé. Les données de santé sont un marché économique et ont aussi une sensibilité personnelle et peuvent avoir une utilisation politique. Donc il faut être très clair. Il faut que nos concitoyens aient confiance et la confiance, ça nécessite la transparence. Or là, la PHP a fauté par manque de transparence et ne nous dit pas la vérité. Sans réponse satisfaisante de la ministre de la Santé, les sénateurs se laissent la possibilité de mettre en place une commission d'enquête. Voilà, on poursuit cette revue de l'actualité parlementaire au Sénat. Dans un instant, le face-à-face. Bonjour Jean-François Husson, sénateur LR de Meurthe-et-Moselle. Merci d'être sur ce plateau ce matin avec nous. Bonjour Jean-François Husson. On va tout d'abord parler avec vous de la loi école qui a donc été votée hier par les sénateurs. On vient d'entendre Jean-Michel Blanquer qui salue ce vote du Sénat, qui surtout parle d'une grande loi sociale. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la loi Blanquer, c'est une grande loi sociale? C'est d'abord une loi sur l'éducation, mais moi je retiens deux mots qui sont importants dans les temps compliqués, où le peuple français, je dirais les élites d'ailleurs, sont les uns les autres déboussolés. C'est les mots hommage et gratitude, prononcés d'ailleurs en prenant un temps d'arrêt de la part du ministre pour saluer le travail parlementaire. Je veux dire par là qu'il faut faire attention justement dans ces temps complexes où chacun cherche une boussole pour l'action publique, eh bien, il faut faire confiance aussi aux femmes et aux hommes qui sont élus dans les assemblées, que ce soit les municipalités, les départements, les régions et au Parlement. Et finalement, ce travail commun, ce travail collectif, ce travail d'écoute a porté ses fruits sur la réforme de l'école. Moi, je milite depuis longtemps pour que l'école soit un lieu de mise en œuvre des chances égales de réussite pour tous les enfants de France. Néanmoins, les sénateurs ont supprimé une des mesures phares de la loi qui était la possibilité de fusionner les écoles et les collèges. Est-ce que selon vous, les collectivités, elles servent systématiquement de variable d'ajustement? Est-ce qu'il fallait mieux, encore une fois, cerner le rôle des maires, des collectivités dans ce projet de loi? J'ai compris d'abord qu'il y avait eu un travail très fin entre les élus, quelle que soit leur sensibilité, quels que soient les territoires dont ils sont, je dirais, dépositaires du mandat, en vue de la CMP. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, si on veut favoriser la réussite, il faut regarder comment l'école est organisée dans les territoires. Et l'éducation nationale ne peut plus se contenter d'être un petit comptable, je mets petit entre guillemets parce que parfois c'est un peu péjoratif. On a derrière, sur 10 heures de cours, on a l'éducation nationale qui est, les enfants sont sous son autorité, et les 5 autres heures, c'est du déplacement. Vous nous dites qu'il faut abandonner le totem de la rationalisation, en fait. Et bien sûr. J'étais lundi dans le Cantal à Aurillac, où il y a, en direction des territoires ruraux, des mesures spéciales et spécifiques qui ont été conduites pour une période de 3 ans, qui sont reconduites pour 3 ans, et les élus ont bien expliqué à la fois le travail auquel ils procédaient, en lien avec l'éducation nationale. En fait, ils ont parfois trop peu d'enfants, donc ils se posent des questions sur le primaire et sur les collèges, mais ils ont aussi des très bons résultats. Avec une difficulté, c'est que les enfants ne sont peut-être pas toujours préparés, en raison de la petite taille, pour passer à l'étage supérieur lorsqu'ils empruntent le parcours des études supérieures. Donc il y a un vrai travail à faire, et je crois que le travail qui est fait par le Sénat, de lien, de poursuite d'objectifs de réussite, est un bon travail qui est salué par le ministre. C'est une bonne chose. C'est ce qu'on retiendra donc sur ce vote de la loi école. Autre vote important cette nuit, la loi GAFA, la loi sur les géants du numérique. Elle a été votée cette nuit donc par le Sénat. Est-ce que tout d'abord vous soutenez la création de cette taxe? Est-ce qu'il faut faire payer les GAFA même unilatéralement, c'est-à-dire même tout seul? Alors, la difficulté, voilà, c'est le dernier mot, c'est unilatéralement. Est-ce qu'il faut être tout seul? Est-ce qu'il faut être les premiers? Là, c'est le cas, on l'a voté, et on est les seuls à le voter. Alors, c'est le chat qui se mord la queue. Parfois, sur 28, finalement, c'est l'OCDE qui devrait porter.
Le gouvernement a rappelé, et c'est la raison pour laquelle notre rapporteur général Albéric de Montgolfier a souhaité que ce soit limité dans le temps, cette taxe pour nous obliger à travailler ensemble et à nous fixer rapidement un objectif d'aboutir. Voilà, cette loi, hein, on le rappelle, 7000 sénateurs ont précisé que cette taxe va disparaître en janvier 2022. À quoi ça sert de voter une taxe qui va disparaître dans 2 ans ? Ça sert quand même à donner un signal. À titre personnel, et notre famille politique n'est pas du tout adepte des taxes. Mais là où il y a la droite sénatoriale était particulièrement réservée sur cette loi. Oui, mais là où il y a en même temps, on est pour une équité de traitement entre les opérateurs, parce que sinon, c'est les géants du numérique qui finalement peuvent détruire l'organisation, l'écosystème économique, aux dépens d'ailleurs des plus petites structures en France. Donc on doit aussi être attentif. Voilà, donc parfois, il faut chercher la voie du compromis, mais en se donnant des objectifs et un délai de réussite. Le gouvernement prend beaucoup de risques pour un affichage, c'est ce que nous expliquait Albéric de Montgolfier, le rapporteur général de la Commission des Finances. Vous êtes d'accord? C'est de l'affichage avant tout? Bien sûr, enfin, on ne va pas dire le contraire, mais je le redis aussi, on prend notre part. Il suffit de voir d'ailleurs le vote tel qu'il s'est déroulé, le vote final, et les évolutions entre les prises de position des uns et des autres au cours du débat. Voté à une large majorité, il faut le rappeler, une large majorité transpartisane. On en vient maintenant à un dernier sujet, l'écologie, l'environnement. Le Sénat a publié la semaine dernière un rapport sur l'adaptation de la France au changement climatique à l'horizon 2050. Je rappelle que vous, c'est votre spécialité, vous êtes rapporteur de la mission écologie au Sénat. Que dit ce rapport? La France doit se préparer à absorber un choc climatique inévitable. Mais le choc climatique, on le voit venir, il suffit d'écouter les experts. Mais vous savez, la France n'y est pas du tout préparée, c'est ça? Elle s'est mal préparée, surtout elle s'y prend mal, elle s'y prend tardivement. Un exemple, on était avec une petite délégation de la Commission des Finances en Suède et en Norvège il y a 10 jours. Voilà 2 pays de petite taille, moins de 6 millions pour la Norvège, le Danemark, pardon, c'est pas la Norvège, et puis la Suède, 10 millions d'habitants. Ils ont commencé leur mutation il y a 25 ans. Ils ont des résultats exceptionnels, mais il y a une différence, c'est que tout se fait dans le dialogue. Et autant de fois qu'il y a eu des demandes d'efforts sur la fiscalité verte, systématiquement, il y a eu des compensations et des accompagnements. Voilà. Il y a un déficit de méthode. Dans notre pays, la fiscalité verte, elle est mal conçue, mal perçue par les Français. D'abord, il n'y a pas de travail préparatoire. Et quand il y a des travaux préparatoires incontestables, on n'en tient pas compte. À titre personnel, quand même, rapporteur d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, adopté à l'unanimité des sensibilités politiques au Sénat, vous connaissez le fonctionnement. Juillet 2015, aucune mesure depuis. Donc, je dirais, les élus, le peuple ne peut pas être laissé de côté de cette manière. Et ce n'est pas le Conseil de défense écologique, ce n'est pas des inventions... Le Conseil de défense écologique, je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est ce que va annoncer, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, qui va être mis en place demain, justement. Voilà. En disant d'ailleurs, si j'en crois M. de Rugy, le ministre, que tout est ouvert et qu'on pourra débattre de tout. Mais vous savez, il y a des assemblées où on débat de tout. Ça s'appelle les collectivités territoriales et ça s'appelle les assemblées parlementaires. Donc on peut débattre. On prépare des choses, mais surtout derrière, il faut entendre, écouter et mettre en œuvre. Et là, le gouvernement est au pied du mur. Il est plutôt, en tous les cas, pour l'instant, en zéro pointé sur le travail au service de l'écologie. Il y a pourtant une urgence. Il y a une urgence. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-François Husson, vous êtes sénateur de Meurthe-et-Moselle. Un dossier inflammable à moins d'un an des municipales. Un rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est pointé par la presse quotidienne régionale à Nancy, du Grand Est, pointe la durée du temps de travail des agents de la ville de Nancy. Alors les sages dénoncent de graves manquements, mais surtout les agents ne respectent pas le temps de travail hebdomadaire fixé à 35 heures. Je voulais avoir votre avis là-dessus, sur la gestion de Laurent Hénard, le maire de Nancy. Vous savez, c'est toujours dans les collectivités, moi pour avoir siégé au conseil municipal de la ville et pour avoir siégé au département de Meurthe-et-Moselle, dans les 2 cas, il y a une difficulté, c'est que très souvent, le temps de travail est inférieur à la durée légale. C'est aussi ce que pointe la Chambre régionale des comptes. Voilà, donc c'est au fil du temps, des avantages, des négociations, un compromis autour des conditions de travail, des repos, des jours du maire, etc. Mais vous savez, les Français nous disent une chose, et si on remettait davantage d'égalité et d'équité? Voilà. Je crois qu'il faut appeler aujourd'hui... On parle de 14 postes inutiles quand même dans les services de la mairie. Alors j'ai plus sur le nombre, mais le nombre total. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la ville de Nancy, dans ce mandat, sous l'autorité de Laurent Hénard, a fait aussi beaucoup d'efforts, à la fois sur le temps de travail,
et sur la réduction des frais de fonctionnement, c'est-à-dire le non-remplacement de certains collaborateurs en organisant différemment, je dirais, et donc je l'espère, en tous les cas c'est aussi comme ça que c'est ressenti, bien et mieux le travail. Jean-François Husson, sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, merci d'avoir été notre invité. Merci. Ce matin, on passe à l'agenda au Sénat. À 9h, il faudra suivre une audition devant la commission du développement durable, audition d'Augustin de Romanet. C'est le candidat proposé aux fonctions de président directeur général d'Aéroports de Paris, alors que la privatisation de l'entreprise publique suscite énormément d'opposition au sein de la classe politique. Un référendum d'initiative partagée ayant même été initié pour revenir sur cette privatisation. À 16h, c'est l'examen du projet de loi sur la distribution de la presse, un texte qui réforme en profondeur la loi Bichet d'avril 47. C'est la réponse du gouvernement à la nouvelle crise que traverse le secteur. La Commission de la Culture a adopté plusieurs amendements qui visent notamment à une régulation par l'ARCEP plus efficace et plus transparente. Enfin, à 16h30, l'audition de Florence Parly, la ministre des Armées, sur les exportations d'armement. Une audition devant la Commission des Affaires étrangères, une audition qui promet d'être délicate pour la ministre, alors que de nombreuses questions se posent sur les ventes et les exportations d'armes françaises à l'étranger. Des journalistes ont même été entendus par la DGSI après avoir révélé l'utilisation dans la guerre au Yémen d'armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Et puis dans le reste de l'actualité, un tout autre sujet, la reconstruction de Notre-Dame de Paris et le projet de loi sur cette reconstruction qui arrive au Sénat lundi prochain, le 27 mai. Un débat qui s'annonce houleux. Les sénateurs sont opposés à une loi d'exception en ce qui concerne la reconstruction de la cathédrale. En audition, le ministre de la Culture, Franck Riester, avait tenté de rassurer leurs inquiétudes. Explication Samia Dechir. Déroger aux règles d'urbanisme pour reconstruire plus vite Notre-Dame, les sénateurs sont contre. Et ils l'ont fait savoir au ministre Franck Riester. Il était auditionné par la Commission de la Culture sur le projet de loi de restauration de la cathédrale. Un texte qui prévoit de pouvoir déroger à certaines règles pour achever le chantier en 5 ans, sans préciser lesquelles. En quoi notre législation est-elle pour vous un obstacle ? Il ne faut pas qu'on se mente. On sait tous qu'il y a un certain nombre de règles, comme tout système législatif, comme toute réglementation, il y a des choses qui ne sont pas forcément idéales, notamment les procédures, et qui sont parfois des freins à toutes les restaurations qu'on peut faire dans nos territoires. Simple question d'accélération de procédure, promet Franck Riester, qui s'est voulu rassurant mais n'a pas semblé convaincre la Commission de la Culture. On envoie un message très mauvais. Ça veut dire que nos règles, nos lois, nos codes sont obsolètes. C'est ça qu'on envoie pour toutes les autres restaurations qui auront lieu en France, et y compris au niveau mondial. Ou on les change, ces règles, parce qu'elles ne sont pas adaptées à du travail bon et rapide, ou alors on les respecte. Autre inquiétude des sénateurs, le projet de loi ne précise pas si Notre-Dame sera reconstruite à l'identique. Voilà, on passe à l'éclairage, à la rubrique L'œil 2 dans un instant dans cette émission. Habituel pour nous éclairer. Bonjour Benjamin Morel, Bonjour. docteur en sciences politiques. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Benjamin Morel, ravi de vous retrouver. On va essayer de comprendre avec vous de quoi il s'agit. Tout d'abord, pourquoi il faut une loi pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Pourquoi ? C'est une bonne question auquel je n'ai pas forcément de réponse, si vous voulez, parce qu'on a aujourd'hui toutes les dispositions légales qui permettent justement d'assurer ce type de restauration. Elles ont même été écrites pour ça. Donc à partir de là, pourquoi une loi d'exception ? En fait, on est dans un phénomène assez classique en politique, qui est de dire face à un événement qui a marqué l'opinion, il faut un véhicule législatif parce que la loi en France, c'est important. La loi, ça permet réellement de dire on agit, on fait quelque chose. Donc qui dit événement important, dit loi, même quand la loi est inutile. Alors les débats au Sénat s'annoncent difficiles, compliqués, parce qu'on l'a vu, les sénateurs sont opposés à cette loi d'exception, notamment le caractère dérogatoire du régime, le fameux article 9. Encore une fois, pourquoi faut-il déroger aux règles ? Si vous voulez, cet article 9, il permettrait visiblement de déroger à la fois au Code du patrimoine et au Code de l'urbanisme. Donc l'idée, c'est de pouvoir reconstruire plus vite, mais c'est également de pouvoir peut-être se permettre plus de choses, notamment en termes de créativité architecturale, en termes d'utilisation des matériaux. Les règles dans les lois actuelles sont des règles très strictes. En permettant des dérogations, on permet du coup, tout bêtement, de passer outre
ces règles actuelles. Et ça, en effet, ça peut être inquiétant et ça inquiète les associations de défense du patrimoine et ça inquiète du coup les sénateurs. Oui, on entendait dans le sujet le sénateur David Assouline qui disait mais toutes nos lois désormais vont être obsolètes pour toute future restauration. Disons, ça pose en effet des questions sur les autres restaurations qui peuvent être en cours ou qui pourront être à venir, parce que si jamais on a eu besoin d'une loi d'exception pour Notre-Dame, pourquoi en effet pas d'autres lois d'exception? Par ailleurs, ça pose des questions tout bêtement sur comment va être restaurée Notre-Dame. Ça pose des questions sur du coup qu'est-ce que l'on va pouvoir faire sur l'édifice, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autour de l'édifice, parce que cet article 9, il ne concerne pas que Notre-Dame, il concerne également les alentours, et on sait qu'il y a un certain nombre de projets sur ces alentours, et ça concerne également la possibilité d'aller devant le juge, parce que les règles de contentieux, les règles de procédure qui permettraient de contester ce qui va être fait, elles-mêmes sont affectées, elles-mêmes sont changées. Oui, c'est ce qui était dit à la fin du sujet. Une autre inquiétude, effectivement, des sénateurs actuellement, alors qui s'apprêtent justement donc à examiner ce projet de loi, c'est que le projet de loi ne précise pas s'il faut reconstruire à l'identique la cathédrale. Ça, c'est une grande inquiétude. C'est une grande inquiétude et en effet, justement, ce projet de loi permet de ne pas la restaurer à l'identique. Parce que selon la loi actuelle, il serait nécessaire, il serait légalement obligatoire de reconstituer la cathédrale à l'identique parce que la flèche elle-même était classée monument historique. Benjamin Morel, pour parler un peu plus clairement, c'est en fait pour répondre à un impératif politique, à l'impératif d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il faut reconstruire Notre-Dame en 5 ans que cette loi est faite. Il y a 3 impératifs. Premièrement, comme je l'ai dit, marquer l'importance de l'événement à travers une loi, marquer en effet l'urgence de l'événement en permettant de déroger aux codes qui en fait rendent impossible cette restauration à 5 ans. 3e élément, comme vous l'avez dit, ça permet en effet une forme de créativité architecturale, ça permet d'ouvrir ce concours d'architecture, et donc à partir de là, il fallait une loi. Peut-être un concours d'architecture pour la flèche. Pour la flèche, c'est ça. Donc à partir de là, il fallait une loi pour ouvrir quelque chose qui aujourd'hui en l'état serait illégal. Très bien, merci beaucoup Benjamin pour cet Morel, éclairage. docteur en sciences politiques. Merci à vous. On passe tout de suite à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale, dans un instant. Et puis bien sûr dans l'actualité, et c'est à la une de la Marseillaise ce matin, le cas Vincent Lambert, otage du débat sur la fin de vie. Énième coup de théâtre dans cette douloureuse affaire Vincent Lambert, cet homme en état végétatif devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. La Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des soins interrompus le matin même, un simple sursis. Peut-être le temps que le Comité international des droits des personnes handicapées puisse examiner son dossier. Ce nouveau rebondissement replace au cœur du débat la question de la fin de vie. Quels sont les critères qui permettent de reconnaître qu'une personne est en fin de vie? Le débat est loin d'être clos selon les spécialistes. À la une du Télégramme, ce sont les distributeurs d'argent plus cher, Saveria, et ça va arriver sans doute. Les retraits de billets vont-ils coûter plus cher? Les banques réfléchissent à augmenter les commissions qu'elles font payer aux clients des banques concurrentes, en particulier les banques en ligne. Une solution envisagée par certaines banques pour faire face à la concurrence digitale. Une autre possibilité serait bien que les établissements et même les concurrents partagent leurs distributeurs, comme suggéré par les autorités financières. Alors, pardon, une erreur, c'est à la une de Paris-Normandie, Le Havre, 2 listes dans un mouchoir. Et Le Havre, c'était la ville d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Ils sont encore au coude à coude pour les européennes. Le Rassemblement national est en tête du sondage BVA Paris-Normandie avec une hausse de 2 points. Le Rassemblement national passe en tête des intentions de vote pour les élections européennes à 23%. Juste devant, la République en marche qui est stable à 22%. Les Républicains restent également stables en 3e position, 13%. La France insoumise et Europe Écologie Les Verts sont au coude à coude à 8,5% et 8% respectivement. 40% des électeurs se disent encore incertains de leur vote. La une de l'Est éclair, colère et déception sur la plateforme Parcoursup. Après le bug qu'a connu Parcoursup, les victimes se disent anéanties. Savoir qu'on est pris, puis ne plus l'être, c'est pire qu'être refusé d'entrée, témoignent des lycéens. 7% d'entre eux auraient été affectés. Le ministère lui assume. Cette année, des directives auraient encouragé les formations à majorer les surréservations par rapport aux années précédentes. En clair, à faire du surbooking, responsable en partie de ces mauvaises surprises réservées aux étudiants. Plusieurs présidents d'université demandent aujourd'hui à la ministre Frédérique Vidal des explications. Et puis c'est la Voix du Nord pour terminer avec la santé au travail.
ça va mal dans la région. La région Hauts-de-France, plus malade qu'ailleurs. Les salariés de la région sont même davantage exposés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Hier à Lille était présenté l'Atlas de la santé au travail. Résultat, la région est plus exposée que les autres aux accidents de travail. Les salariés du régime général dans les Hauts-de-France sont plus victimes qu'ailleurs, avec 37 cas pour 1000 salariés contre 33 en France. Cette surexposition, elle s'explique en partie par le poids de l'industrie et des services à la personne. Voilà, dans un instant, c'est la météo des territoires de Gilles Mouroux avec un temps qui s'améliore en France. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec également ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Et puis merci Saveria, au revoir. Au revoir, très bonne journée, à demain. Et nous, on se retrouve tout de suite après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Hier soir, la Cour d'appel de Paris a accepté la requête des parents de Vincent Lambert et ordonné la reprise des traitements afin de faire exécuter les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Moi, je n'accepte pas que ce soit l'ONU qui fasse la loi française. Et que si on doit décider de choses ensemble, soit on le fait au Parlement, soit on le fait par référendum. Mais vous voyez bien, les lois ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Au nom de quoi l'ONU prendrait-il une décision? On a dû recourir à l'ONU, ce qui aura des conséquences aussi peut-être dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la bioéthique. D'autres traités signés récemment. Ce n'est que la première des victoires. C'est la remontada. J'imagine ce qu'a pu ressentir Rachel Lambert hier soir, à travers les images qui ressemblaient plus à une sortie de match de football qu'à un sujet qui concerne la vie et la mort d'une personne. Je trouve totalement obscène de voir la tragédie d'un homme transformée en une sorte de match de football dont on célébrerait avec une euphorie indécente je ne sais quelle remontada. Je crois que la France, les gens qui regardent à travers les écrans de télévision ces situations, ne peuvent qu'être soit compassionnels, soit passionnés. J'ose pas vous dire, comme j'ai entendu l'avocat, manipulateur et cynique, parce que c'est le vocabulaire que j'utiliserai. Je crois qu'il faut évoluer comme nos voisins européens et assumer, dans des conditions extrêmement encadrées, la fin de vie, y compris à travers l'euthanasie. Dans un entretien accordé à la presse, le président de la République met en garde les citoyens européens contre deux dangers, l'abstention et le nationalisme. Est ennemi de l'Europe celui qui ne croit pas en son avenir. Les nationalistes qui veulent la diviser sont ses premiers ennemis. Ça me choque que le président de la République personnalise tellement cette campagne à outrance et surtout lui donne une tournure qui va contre les intérêts de la France. Je trouve cela purement scandaleux. Cette confusion des genres entre président de parti et président de la République, rien ne fait état de la place de la France dans cette interview. C'est vraiment une interview de chef de clan. J'ai vu qu'il voulait être acteur de la campagne. J'ai le sentiment que c'est un rôle de composition, c'est un peu le requin des dents de la mer qui voudrait se faire passer pour Flipper le dauphin. Si ce qu'on a à dire c'est voter Macron pour empêcher Le Pen, quand Emmanuel Macron aujourd'hui fait une politique fragilise les gens, c'est terrible. Donc choisissez de voter pour vos idées, il n'y a qu'un seul vote, utile et efficace, et j'espère que ce sera le vote pour le printemps européen. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour Territoire d'Info, notamment avec notre invité politique sur ce plateau en direct, Fabienne Keller. Bonne journée à tous et à demain, au revoir.